Kalispera. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. De votre participation à cette troisième table ronde et au salon, à l'édition 2023 du Salon des études en France. Merci à nos intervenants qui ont bien voulu monter sur scène pour vous présenter leur offre de formation et répondre à l'ensemble de vos questions. Je remercie donc Emmanuel Lebrun de l'Université de Poitiers, Pascal Dupeux de l'Université de Lyon 1, dont bientôt il ne sera plus question des numéros d'ailleurs, si j'ai bien compris, il n'y aura plus qu'une Université de Lyon, et Xerdong Poiré, donc de Neoma Business School. Nous sommes en relativement petit comité pour aborder la question des masters. Donc, la table ronde se tiendra en français, comme les précédentes, avec traduction simultanée grâce au casque que vous pouvez vous procurer auprès des collègues de l'accueil. Nous essaierons de parler lentement pour que nos interprètes aient le temps, que je salue, de vous faire part de l'intégralité de nos propos. Et la table ronde se tient également en différé sur The Avlos et Facebook. Et les personnes souhaitant poser des questions via Facebook peuvent le faire via le chat dédié. Donc, des études de master qui, en France, ont une particularité vis-à-vis des masters en Grèce, puisqu'ici, le premier cycle de licence dure 4 ans et le cycle de master 1 an. En France, en revanche, on est sur un schéma de 3 ans en licence et 2 ans en master. Donc, la petite nouveauté de l'année, c'est que les candidatures, au moins dans une partie des établissements, ne se feront plus comme traditionnellement, directement vis-à-vis des sites des établissements, mais une plateforme nationale équivalente à Parcoursup pour le premier cycle, pour ceux qui connaissaient, a été mise en place. Nous l'avons appris il y a peu. Nous n'en avons pas encore l'expérience, mais nous allons vous livrer, en tout cas en préambule, le peu d'informations qu'on a là-dessus. Ce qui est l'occasion pour moi d'attaquer directement et de poser la question à Emmanuel, via le micro que Pascal a encore dans la main. Indépendamment de cette plateforme Trouver mon master, quelles seront pour la prochaine rentrée universitaire les modalités pour postuler au master que propose votre université? Alors, bonjour à tous. Oui, pour postuler au master, depuis cette année, il faut absolument passer par la plateforme Trouver mon master. Vous avez l'adresse peut-être qui est indiquée c'est monmaster.gouv.fr. Il faut absolument passer par cette plateforme. Nous n'avons pas, nous, universités, moyen de court-circuiter cette plateforme. Donc, c'est une obligation de passer par la plateforme. J'aurais tendance à vous conseiller, comme c'est la première année de l'ouverture de cette plateforme, que nous avons mis nos masters en ligne, nous avons envoyé toutes les informations, nous avons essayé de bien travailler depuis 1 an et demi, mais il peut y avoir des erreurs. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Ce que j'aurais tendance peut-être à vous conseiller, c'est de doubler votre dossier sur plateforme d'un envoi au responsable de la formation à laquelle vous postulez. Sur Université de Poitiers, vous avez toutes les formations, vous trouvez la formation qui vous intéresse et dans le détail, vous avez le nom du professeur responsable de cette formation. Vous avez son nom et son mail. Je pense qu'il peut être intéressant d'envoyer votre dossier en plus à cette personne en lui disant « Voilà, j'ai postulé sur monmaster.gouv.fr. Au cas où, pour me rassurer, je préfère vous envoyer mon dossier. » On ne sait jamais et voilà, ça ne prend pas beaucoup plus d'énergie et ça peut être rassurant. Merci beaucoup. Donc, Pascal, est-ce que tu confirmes que du côté de Lyon 1, on va passer par Trouver mon master et que par ailleurs, il serait bon également de faire autrement? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ma collègue. Et d'ailleurs, je viens de regarder, j'ai un doute parce que je viens de regarder par exemple sur le master génie alimentaire et je vois encore que c'est le lien e-candidat. Donc ça veut dire que tout n'a pas été, à mon sens, actualisé parce que c'est quand même des procédures assez lourdes
au niveau des services informatiques. Et selon moi, les services informatiques, ils doivent être assez submergés parce que voilà, c'est quelque chose de très technique. Donc, effectivement, il vaut mieux envoyer son dossier par en version papier ou en version mail électronique quand on a le nom de la personne et son mail. Je ne sais pas, moi j'ai des doutes parce qu'il faudrait que je regarde sur d'autres masters de l'université, voir si on n'est pas dans la même configuration avec e-candidat, quoi. En tout cas, e-candidat ne fonctionne plus. C'est... Il y a le lien, mais ne le prenez pas. C'est des restes de l'année dernière parce qu'on a été prévenu il y a 3 semaines. Hein, on sait depuis 3 semaines qu'il faut changer de plateforme. Donc, on n'a pas eu le temps de se mettre à jour. Donc, vraiment, c'est monmaster.gouv.fr. L'autre plateforme, on oublie. D'accord, merci. Alors, donc du côté de Neoma, puisqu'il s'agit d'une business school, est-ce que la manière de postuler est la même ou est-ce qu'on peut s'adresser directement à votre établissement? Je ne vais pas parler au nom de tous les écoles de commerce, bien sûr, mais en tout cas, de la part de Neoma Business School, la candidature se fait toujours sur notre propre site internet. Donc, c'est vraiment, vous ciblez une école, il faut aller vraiment voir le site internet de l'école. Normalement, sur la page de programme que vous ciblez, il y a le lien de candidature. Ce sera écrit postulez-vous ou apply ici. C'est vraiment notre propre site. Et la candidature est très, très simple. Donc, en gros, vous allez créer avec votre adresse mail un compte et choisir le programme que vous candidatez. On demande pour le master principalement des dossiers liés à votre bachelor, bien sûr. Et je pense que ce n'est pas la même période de candidature non plus. Nous, par exemple, le Master of Science, l'entrée, c'est pour octobre. Donc, la période de candidature, c'est depuis octobre de l'année avant jusqu'à juin, ou alors des fois juillet. Donc, ça dure presque 1 an. Il faut vraiment commencer, quand vous candidatez, vous n'êtes pas des fois diplômé encore. Donc, vous allez candidater avec votre certificat de scolarité, comme quoi vous êtes en train de finir votre bachelor. Et aussi les relevés de notes, les niveaux d'anglais qu'on exige, enfin, on reviendra là-dessus après, et des questions sur motivation, votre CV. Donc, tout sera listé sur le site du dossier qu'on demande. Mais en gros, voilà, c'est vraiment chaque école a son propre site. Très bien, merci. Alors, du coup, on peut quand même tirer la conclusion du développement de Trouver mon master, de la plateforme, qu'insensiblement, même si c'était déjà en grande partie le cas, la sélection du master se fera de plus en plus, si ce n'était pas déjà le cas, pour la première année. Puisque je rappelais, un grand nombre d'étudiants grecs qui ont achevé un parcours de licence pourraient théoriquement postuler directement au Master 2. Alors, j'aurais 2 questions qui vont un peu ensemble. Dans vos établissements respectifs, est-ce qu'il est possible pour un étudiant étranger, et vous me répondrez peut-être que ça dépend des filières, est-ce qu'il est possible pour un étudiant étranger de postuler directement en Master 2? Quelles sont ses chances d'être accepté? Et on verra après quels sont un peu les critères d'admission qui sont privilégiés. Bon, je commence. Donc, puisqu'à Neoma, le Master of Science, donc le MSc, c'est 1 an de formation. Donc, le diplôme est équivalent Bac plus 5. Dans ce cas-là, on recrute, on va dire, équivalent de M2 chez les universités. Donc, bien sûr, avec un diplôme de 4 ans, de bachelor de 4 ans, vous pouvez candidater sans aucun problème directement en MSc. Enfin, chez nous, c'est comme ça. Alors, pour Lyon 1, alors, de l'expérience que j'ai au moins un des masters, mais je pense que ça s'applique aux autres également. Pour le master génie alimentaire, par exemple, je sais que nous recrutons des étudiants qui ont un équivalent de master 1 directement en master 2. Alors, il y a une étude de dossier, en fait. On regarde si les étudiants n'ont pas forcément fait exactement le même parcours, mais si les prérequis, on va dire, académiques sont remplis pour pouvoir raisonnablement réussir chez nous. C'est ça. Donc, alors, je ne veux pas aborder une autre question. Je ne sais pas comment ça va se faire avec cette plateforme. Et moi non plus, je n'ai pas la réponse sur ça.
Oui, à l'Université de Poitiers, vous pouvez aussi rentrer en cours de master, donc directement en M2. Vous postulez et le professeur responsable du master regardera si vous avez les compétences pour tout comprendre des cours de M2. Donc, il faudra lui envoyer le descriptif précis des cours que vous avez suivis. Et puis, il pourra vous répondre, eh bien, c'est un oui à si. C'est-à-dire, oui, si, pendant l'été, vous lisez tel livre, vous travaillez tel sujet, pour que vous ne soyez pas noyé au début de l'année. Eh bien, on peut vous proposer de faire le M2, mais en parallèle d'aller suivre un cours de M1 qui est essentiel. Par exemple, en sciences, utiliser un microscope. Si au départ, vous n'avez pas étudié la microscopie théorique et générale, ça ne pourra pas se faire. Mais c'est tout à fait possible et tous les ans, on a des étudiants qui arrivent en M2 qui s'en sortent très bien parce que la plupart du temps, ils sont très motivés, ils savent pourquoi ils sont là. Merci de confirmer que pour celles et ceux qui nous écoutent et qui auraient déjà achevé leur licence grecque en 4 ans, il y a quand même une possibilité de ne pas perdre un an en entrant directement en deuxième année de master. Alors, cela étant dit, ils vont postuler d'une manière ou d'une autre. Et en recevant les dossiers de candidature, quels sont les critères majeurs qu'ils devraient mettre en avant, les critères d'admission? Qu'est-ce qui va retenir davantage votre attention dans les candidatures en question? Résultats académiques, j'imagine. Niveau de langue, certainement. Critères extra-académiques? Alors, chez nous, à l'Université de Poitiers, on exige un niveau en français qui soit de niveau B2, parce qu'on estime qu'en deçà, suivre un cours tout en français, c'est difficile. Après, nous avons une dizaine de masters qui sont totalement enseignés en anglais, donc ça, c'est possible. Donc voilà, un niveau de français pour la plupart des masters. Une lettre de motivation, chez nous, c'est très important. On a besoin de savoir pourquoi vous avez choisi ce master en particulier, parce que chaque master est vraiment une construction propre. Vous verrez qu'on n'a pas beaucoup de masters comparables d'une université à l'autre. Et alors, pourquoi vous avez choisi celui-là? C'est important. Et alors, surtout, ne faites pas de copier-coller où au milieu de la lettre, vous laissez Université de Montpellier alors que vous parlez à l'Université de Strasbourg, parce que là, vous pouvez être sûr que votre candidature est éliminée. Ça arrive tous les ans. Donc, voilà. Donc, une lettre de motivation qui parle de votre avenir. Qu'est-ce que vous allez faire de ce master? Dans quel but? Et puis aussi qui montre comment vous vous êtes préparé à ce master. La licence que vous avez suivie, mais peut-être aussi les stages que vous avez faits, ou voilà, une association ou une découverte que vous avez faite qui vous amène à cette formation propre. Et puis après, les notes, bien sûr, comptent. Alors moi, pour avoir entendu les professeurs grommeler à l'étude des dossiers, je sais que ça dépend des filières et des professeurs. Mais de manière générale, il faut mieux avoir autour de 14 minimum. Voilà. Pour un master assez sélectif, les masters sont sélectifs, il ne faut pas se le cacher en France. Un master, c'est quand même un niveau assez élevé. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est quand même, ça devient sélectif, le master. Donc oui, à moins de 14, il faut être très, très motivé. Par parenthèse, jusqu'à présent, il était rare qu'on nous donne des estimations aussi précises des notes qui étaient données, mais on va vers... D'accord. Alors, ma collègue a déjà dit beaucoup de choses. Non, ce n'est pas grave. Juste, je vais revenir quand même sur un point. Alors, il y a le côté académique. Alors, moi, j'ai moins de statistiques aussi précises que les tiennes sur le niveau. Je pense que ça dépend aussi du taux de pression, ce nous, on appelle le taux de pression, c'est-à-dire le nombre de candidats par rapport au nombre de places qui sont disponibles. Donc, effectivement, les barres peuvent varier, je pense, d'une spécialité à l'autre, même si Lyon 1 n'est pas non plus n'est pas réputé être très tendre au niveau de la sélection. Donc, voilà. Après, ce qui est important, à mon sens, oui, je reviens sur l'idée de pourquoi est-ce que je veux venir ici. Donc, nous, ce qu'on appelle le projet professionnel personnel, c'est-à-dire de pouvoir expliquer la logique de votre parcours, parfois qui peut être sinueux,
Nous, dans certains masters, dans le master notamment que je connais, on a eu des étudiants qui avaient fait médecine, etc. Puis après, qui avaient même commencé vraiment en médecine sans avoir. Et puis qui se sont réorientés pour des raisons très personnelles. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi vous êtes là, vous passez de médecine à génie alimentaire. On peut peut-être faire un petit lien avec la nutrition, des choses comme ça. Mais faut pouvoir expliquer, faut pouvoir justifier du fait qu'on veut venir étudier dans tel domaine et d'ailleurs finaliser souvent sa formation, dans quelle projection professionnelle on se situe. Ça, c'est très important parce qu'un étudiant qui vient en sachant ce qu'il veut faire, c'est un étudiant qui va réussir. Un étudiant qui vient ici sans forcément avoir des convictions très affirmées, il peut peut-être réussir, mais ce ne sera peut-être pas une super réussite. Voilà. Donc, c'est important, ça, cette démarche de projet professionnel personnel. Alors, je ne veux pas anticiper, mais peut-être qu'on parlera aussi des modalités du master. Voilà, donc je ne veux pas évoquer le côté alternance, etc. On va en parler après, je pense. Voilà, je passe la parole à ma collègue. Alors, Anéoma, qu'attend-on d'un candidat, d'une candidate? Merci. Alors que, puisque, c'est la question qui revient souvent aussi, qu'est-ce qu'on regarde vraiment? Parce qu'on te demande finalement à peu près les mêmes dossiers. De notre côté, qu'est-ce qu'on regarde? En tout cas, de mon côté, à Neoma, on regarde vraiment le package, le total package. Donc, je ne vais pas demander quelqu'un, par exemple, est-ce qu'à moyenne en dessous de 14 ou en dessous de 13, je vais refuser catégoriquement non. Peut-être que vous avez un très, très bon niveau d'anglais, puisque chez nous, les MSI sont entièrement enseignés en anglais. Peut-être que le projet tient vraiment la route, la motivation est vraiment personnelle et pertinente aussi. Donc, tout ça, ça dépend. Je vais tout regarder. Aussi, on va dire, chez nous, 80%, l'importance, c'est vraiment l'entretien. Donc, on ne fait pas un master pour avoir un diplôme de master. On fait un master parce qu'on a un projet à réaliser. Surtout, école de commerce, on est orienté vraiment vers le monde de business. Du moment où on est entré dans une école de commerce, on a déjà un pied dans le monde de business. Parce que il y a des étudiants qui m'expliquent, OK, j'ai fait un bachelor qui n'a rien à voir avec business, mais maintenant, j'ai un projet précis. Je voudrais, par exemple, ouvrir une chaîne de restaurants, je cite n'importe quoi, ou alors, j'ai fait la médecine, ça ne me plaît pas. Et aujourd'hui, avec mon profil, qu'est-ce que je peux faire pour m'orienter? Dans ce cas-là, il y a une question concrète. Il y a un projet très précis derrière. Là, c'est beaucoup plus convaincant que de se dire parce que je m'intéresse au marketing. Oui, justifiez-vous. Donc, par exemple, on a des questions sur la plateforme de candidature sur la motivation. Des fois, les étudiants font des réponses fermées. C'est-à-dire, est-ce que vous avez de l'expérience internationale? Oui. Ce n'est pas utile comme information dans ce cas-là. Justifiez-vous. Profitez de l'occasion. Parce que malheureusement, je n'ai pas l'occasion ou ni la chance de parler avec chaque candidature, avec chaque candidat. Donc, c'est l'occasion de vous exprimer. Et aussi, je pense que c'est un peu l'avantage qu'on a puisqu'on traite beaucoup moins de dossiers par rapport à l'université. Il y a moins de candidatures. Donc, moi, j'essaye vraiment de parler avec chaque candidat. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par mail, par appel. Expliquez-nous ce qui se passe dans votre tête. Quel est votre projet? Pourquoi ce choix-là? Et des fois, il y a des questions qui se posent. Des fois, peut-être votre choix de programme n'est pas la bonne par rapport à votre candidature. Parce que finalement, quand on regarde MSI Finance, il y a beaucoup d'écoles qui proposent ça. C'est quoi l'orientation exacte de notre formation par rapport aux autres? Ça se trouve, ce n'est pas cohérent avec votre projet. En parlant avec le recruteur, on va préciser ensemble, est-ce que c'est le bon programme? Et de deux, l'entretien chez nous se fait avec le directeur de programme. Donc, il peut décider qui je veux dans ma classe. Mais des fois, des entretiens, c'est sur une plateforme en ligne où vous allez vous filmer vous-même. Ce n'est pas un exercice très facile. Les gens sont des fois pas à l'aise de parler devant une caméra. Donc, des fois, ça peut arriver, le résultat de jury est tout à fait différent de mon estimation. Puisque l'étudiant a parlé avec moi déjà auparavant, je pourrais réappuyer dessus. Écoutez, je pense qu'on a une malentendu ou alors il y a un souci. Donc, on peut donner une deuxième chance pour que vous vous exprimez vraiment mieux via Zoom ou FaceTime, peu importe, de manière concrète et utile pour appuyer sur la candidature. Voilà. Si, mais oui, bien entendu.
je voudrais juste préciser que pour contacter une université, c'est beaucoup moins clair que pour contacter une école de commerce. Alors, ça ne sert à rien d'envoyer un mail à une adresse générique de l'université. On en reçoit, personnellement, moi, je reçois 5 mails par jour d'étudiants internationaux qui me demandent telle ou telle formation. Je n'ai pas les réponses, je n'ai pas le temps. Donc, ça ne sert à rien. Donc, d'abord, vous allez sur le site de l'université. Je pense que c'est pareil à Lyon. Vous cherchez la formation qui vous intéresse. Et là, vous avez le nom du responsable de cette formation, qui est la plupart du temps un enseignant-chercheur. Vous avez son mail. Et là, vous lui écrivez et vous lui dites « Votre formation m'intéresse. Voilà qui je suis. Comment est-ce que je peux faire? Est-ce que ça peut matcher ?» C'est la seule solution pour obtenir des réponses auprès d'une administration française. Il est bon de le préciser, effectivement. Xiaodong a un peu anticipé la question que j'allais poser sur le fait que il existe quand même en France une certaine flexibilité académique. On peut avoir fait une licence dans un domaine et pour peu qu'on soit capable de vraiment le justifier, on peut aller vers un master qui, a priori, n'est pas la suite logique de cette licence. Alors, dans le cadre de quelles limites et à quelles conditions? Pas une question facile. Alors, mais quand même, ça fait écho à ce à quoi j'étais en train de penser. Je pensais à l'entretien, je me disais, oui, c'est important l'entretien parce qu'il faut savoir expliquer. Et effectivement, nous, on a parfois des profils qu'on dit atypiques. Et là, on va regarder bien sûr précisément le parcours, la lettre de motivation et à l'entretien. L'idée, c'est de pouvoir démontrer qu'après ces études, peut-être, on a fait quelque chose dans le champ professionnel qui progressivement nous a rapprochés de ce que l'on veut faire aujourd'hui et qui fait que, bien sûr, on n'a pas forcément validé des compétences attendues qui sont d'ordre académique, mais qui sont d'ordre de l'expérience et qui valent bien, ça ne dévalorise pas hein, le parcours économique, mais qui peuvent être estimés comme étant équivalents à ce qu'on aurait fait si on avait suivi un parcours qui soit, je veux dire, dans la linéarité d'un parcours attendu. Voilà. Et donc, on va regarder cela et voir même des fois, c'est très intéressant d'avoir ces profils atypiques dans une promotion parce qu'ils vont apporter un regard décentré que les autres n'ont pas parce que justement, ils n'ont pas cette expérience très spécifique. En tout cas, nous, on en a ces fameux parcours un peu, enfin pas un peu, parfois très atypiques, et on est toujours agréablement surpris pour peu que dans la phase de recrutement, on a bien su cibler ce que venait chercher la personne en question par rapport au diplôme que l'on propose. Est-ce que c'est un encouragement, par exemple, à faire des stages avant le master? Oui, alors ça peut être un encouragement. Moi, ce que je voulais dire, c'est que nous, on raffole des étudiants, des étudiants qui sont transdisciplinaires. Donc, on a créé en sciences dures ce qu'on appelle une école graduée pour les masters. C'est-à-dire que c'est un master transdisciplinaire. Il y a une thématique scientifique. Et cette thématique, on va l'aborder, qu'on soit en chimie, qu'on soit en sciences des matériaux, qu'on soit en sciences de la Terre, on va tous aborder cette thématique scientifique de manière différente. On aura souvent les mêmes outils, les mêmes microscopes, les mêmes appareillages, les mêmes équipements. On aura les mêmes fondamentaux théoriques, les mathématiques, on ne passera pas à côté. Mais en revanche, le chimiste ne prendra pas les mêmes mesures que le mécanicien. Et voilà, maintenant, nos masters sont de plus en plus sont transdisciplinaires. Ça s'appelle des écoles graduées, des graduate schools, mais pas vraiment. Donc des écoles graduées et des écoles universitaires de recherche. Et on apprécie particulièrement que les étudiants soient capables de faire des pas de côté. Et nous, en plus, on est vicieux parce que quand ils sont en sciences de la matière, on les envoie faire 6 mois de stage en chimie ou en géologie ou en mécanique. Alors, les premières semaines, c'est très difficile. Et puis, ce sont des étudiants qui, après, ont une capacité à mener une équipe de recherche qui est très différente
de quelqu'un qui aurait continué en silo sur sa discipline. Je voudrais juste ajouter une précision sur du fait de changer la voie dans une école de commerce. En fait, le sens logique voudrait que quelqu'un a fait déjà un bachelor dans business administration, dans l'économie, dans management et continue dans la voie. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est surtout la demande de marché, la demande de marché d'emploi. C'est qu'on a beaucoup de gens qui viennent dire, au fait, moi, je viens d'un bachelor d'ingénierie. L'année dernière, j'ai recruté un étudiant qui vient de l'étude en pharmacie, au fait. Parce qu'il m'a expliqué, dans ces secteurs-là, ils ont besoin de connaissances pures et dures de secteur, mais aussi, s'ils veulent évoluer sur un poste de manager, il faut bien avoir les capacités et les connaissances en management. Donc, dans ce cas-là, il revient faire un master en management. Souvent, les formations vraiment master management, on prend des profils vraiment différents. D'ailleurs, c'est ce qui rend la classe vraiment intéressant. Chacun a son appui par rapport à son expérience. Par contre, certains, si vous venez d'un profil littérature, vous dites, bon, finance, je voudrais faire un finance pour un master. Du coup, désolé, vous n'avez pas assez de base. Donc, on est assez flexible, je pense, en termes d'études de dossier. Donc, on regarde vraiment plus près possible, essayer d'analyser si c'est faisable. Mais certes, il y a certaines matières qui sont indispensables pour continuer dans une formation en master. Et c'était ta question, est-ce qu'un stage est nécessaire? C'est toujours appréciable d'avoir une expérience professionnelle. D'ailleurs, en candidature pour un master, ce qu'on demande n'est pas du tout pareil que ce qu'on demande à quelqu'un qui candidate pour un bachelor, par exemple. Là, vous êtes censé avoir vraiment une expérience, au moins une première expérience. Expliquez-nous pourquoi. Si votre intérêt vers ce secteur-là n'a pas été prouvé par une expérience, ne serait-ce quelques semaines, c'est très peu convaincant de se dire finalement j'aime marketing alors que j'ai jamais rien fait là-dedans. Ça reste théorie, c'est très peu convaincant quand même. Donc c'est pas obligé, sachant que c'est pas obligé. Mais c'est toujours une valeur ajoutée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on demande des lettres de recommandation, non seulement de la part de votre professeur, si vous avez déjà fait un stage et votre tuteur de stage veut bien vous faire une lettre de recommandation, il y a beaucoup de valeur ajoutée aussi. Juste, alors, en termes de stage, il y a même au niveau de Lyon 1, alors il y a des stages qui sont obligatoires, qui sont inscrits dans les cursus, puis on a un dispositif qui s'appelle stage volontaire, non créditant. C'est-à-dire que l'étudiant peut même, en dehors de ses obligations académiques, il peut même compléter ses expériences en décidant de faire un stage volontaire, non créditant. Ça ne lui apporte pas de crédit, mais ça lui apporte, par contre, éventuellement de l'expérience ou d'explorer peut-être un environnement auquel il pense pour pouvoir peut-être aller, par exemple, vers le domaine du management, parce que au niveau de l'Université Lyon 1, on a surtout des formations d'ordre qui relèvent de la santé, etc. Mais voilà, ça peut être. Donc, il y a aussi, enfin, ça a été pensé aussi pour que l'étudiant puisse avoir des opportunités d'ouverture au-delà de son champ d'études. Rappelons qu'en France, un stage est considéré comme une expérience professionnelle à part entière, qui figure sur le CV dans la rubrique expérience professionnelle et qui est symboliquement, mais tout de même rémunéré. Alors, je crois que c'est 500 euros en dessous. Alors, c'est 4,05 € de l'heure. 4,05 €, c'est la réévaluation. Ouais. Oui, c'est ça. Donc oui, ça fait 500, 550 € par mois en fonction de si le mois a 28 ou 31 jours. Voilà. Alors, puisqu'on a commencé à évoquer cette question de la professionnalisation, alors dans les business schools c'est évident, mais à l'université aussi, il y a des parcours qui sont naturellement plutôt orientés vers la recherche, d'autres vers l'insertion dans le marché du travail. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire du coup de la différence entre ces deux parcours quand on voit Master Pro qu'est-ce qu'on doit entendre par ça? Alors moi, je connais beaucoup plus les masters recherche, tournés vers la recherche, donc je vais peut-être te laisser répondre. Alors, oui,
les masters. Donc, effectivement, il y a ce qu'on appelle l'alternance, donc qui est complètement dans la thématique de la professionnalisation. Souvent, donc, au niveau des masters, c'est plutôt au niveau du master 2 que se font les alternances. Alors, ce n'est pas parce que on néglige l'alternance au niveau du master 1, mais c'est souvent lié à la politique gouvernementale ou régionale qui finance en priorité plutôt certains niveaux que d'autres. Et donc, à un moment donné, il y a des choix qui sont faits. Et par exemple, en région Rhône-Alpes, c'est le master 2 qui est ciblé comme étant finançable au niveau de l'alternance. Alors évidemment, l'alternance, c'est intéressant parce que l'étudiant est étudiant et en même temps, il est salarié. Hein, il a une double identité. Ça veut dire que si je prends le master que je connais bien, le master génie alimentaire, génie des procédés, les étudiants ont des alternances de 1 mois, 1 mois. 1 mois en entreprise, 1 mois en centre de formation. L'intérêt, c'est que quand vous êtes vraiment étudiant, vous continuez d'être rémunéré. C'est ça la notion d'alternance aussi. L'intérêt, c'est que ce sont des étudiants qui sont sous contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Il y a 2 statuts possibles. Et donc, ils sont considérés comme des salariés, mais ça veut dire aussi qu'en contrepartie, comme un salarié, ils ont des obligations, donc ils ont une ou plusieurs missions à mener au sein de l'entreprise. Bien sûr, en termes de dynamique d'insertion professionnelle, c'est un excellent levier pour pouvoir ensuite accéder au marché du travail. Alors, en fait, j'ai le sentiment à Lyon qu'il y a des étudiants même qui se destinent à la recherche et qui, pour autant, peuvent bénéficier de ce dispositif d'alternance. Donc, c'est pour ça que alors, il y a quelques années, on distinguait vraiment beaucoup Master Pro, qui était plutôt orienté monde du travail dans le privé, etc., et puis la recherche. Mais j'ai le sentiment qu'il y a un rapprochement qui s'est effectué, mais peut-être que là, tu peux en parler. Oui, alors c'est un gros débat. Mais effectivement, de plus en plus d'étudiants maintenant demandent de l'alternance parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs études autrement. Et alors, petit à petit, nous ouvrons nos masters à l'alternance de plus en plus, et même les masters recherche. Donc là, moi, j'ai un étudiant qui a fait son master de sciences de la terre en alternance dans une société minière. Donc, il était 3 semaines par mois à Dijon, donc dans l'est de la France, 1 semaine par mois à Poitiers, dans l'ouest de la France, pour suivre ses cours. Et il a fait son master comme ça pendant 2 ans. Donc, il avait un salaire, ça lui a permis de financer ses études parce qu'il n'avait aucune famille derrière. Et puis, il continue en doctorat, mais du coup, son doctorat est financé par l'entreprise dans laquelle il était en alternance, qui a choisi de le garder parce que c'est un très bon élément. Et donc, il a une thèse, ce qu'on appelle un doctorat CIFRE, c'est-à-dire financé par une entreprise. Voilà. Donc oui, ça vient de plus en plus, et je crois que ça vient sous la pression des étudiants, mais voilà, c'est en cours et c'est possible. Et je pense aussi que ça dépendait effectivement des profils de formation. Nous, un étudiant qui fait une alternance dans le domaine du génie alimentaire, mais pas que dans le génie des matériaux, etc., c'était presque naturel. Encore que mes collègues, à une époque, j'ai travaillé avec le génie des matériaux, ils avaient 2 parcours possibles. Ils avaient ceux qui faisaient de l'alternance, qui se destinaient plutôt au monde de l'entreprise, et ceux qui étaient plutôt de futurs chercheurs. Mais j'ai vu que récemment, eh bien, les collègues de la recherche se sont mis à faire de l'alternance sous la pression des autres, parce qu'ils disent oui, mais nous, eux, les autres, ils gagnent de l'argent, ils étudient, pas nous. Et puis pour des raisons très aussi, qui sont des raisons parfois de sécurisation de son parcours. Mais et c'est vrai, au niveau de la recherche, c'est pareil. Nous, les doctorants dans le domaine du génie alimentaire, il y a longtemps qu'on avait des conventions CIFRE, mais voilà, ça dépendait des domaines, en fait. Anéoma, est-ce qu'on pratique l'alternance ? On a des MS, donc master spécialisé, c'est entièrement enseigné en français et c'est obligatoirement sous contrat de professionnalisation. Donc, mais déjà, la barrière de langue, c'est un niveau, il faut un niveau B2. Sinon, de notre côté, le recrutement international, c'est vraiment la formation entièrement enseignée en anglais. Dans ce cas-là, c'est impossible de faire en alternance puisque c'est une formation 1 an. Donc, le master tout seul, déjà 1 an, c'est très, très intense. J'ai vu nos étudiants vraiment à 8 heures du matin, des fois jusqu'à 7 heures le soir. Donc, c'est très intense. Il y a beaucoup de projets.
Et il y a beaucoup de travail à faire entre groupes et tout seul aussi. Donc, c'est assez intense et impossible de faire alternance. Après, j'ai envie de dire que c'est quand même un gros investissement de temps et financièrement aussi. Donc, c'est vraiment une année, vous saisissez cette occasion d'avoir un bon diplôme et tout au long de l'étude de MSc, vous êtes accompagné aussi par un service qui s'appelle un Talent and Career. Eux, ils sont là, à partir du premier jour où vous êtes à l'école, vous aurez les cours avec eux. Donc déjà, comment vous vous positionnez sur le marché, comment bien préparer. Vous sortez de l'école de commerce, j'ai envie de dire, le premier produit à vendre, c'est vous-même, en fait, à votre employeur. Donc, vous êtes accompagné tout au long. Et aussi, on a des consulaires, des conseils, en fait, qui sont permanents sur campus où vous pouvez prendre des rendez-vous tête à tête, vraiment avoir des conseils personnalisés en fonction de votre projet et votre profil. Et après, chez nous, vraiment, l'école de commerce, on considère que le but, c'est la professionnalisation. Donc, on fait tout pour que vous accompagniez et réaliser cette rêve au plus vite possible. Tout comme pour ceux, il y en a énormément d'étudiants qui viennent parce qu'ils ont une idée de start-up dans la tête. Ils ont envie de créer leur entreprise. Donc, on a mis en place l'incubateur dans tous les campus, dans les 3 campus d'ailleurs. Donc aujourd'hui, l'incubateur de Neoma est considéré comme le 2e plus grand parmi les écoles de commerce en France. Donc on accompagne non seulement pour chercher un travail, mais aussi pour création d'entreprise. Alors, on vient d'aborder aussi, via Neoma, la question de l'offre en anglais. On a vu qu'à Poitiers, il y avait aussi un certain nombre de formations. C'est une demande croissante, des masters en langue anglaise, si possible à 100%. Qu'est-ce qu'il en est dans vos établissements au niveau universitaire? Est-ce que vraiment, par exemple à Lyon? Alors, à Lyon, c'est vrai que il y a des études qui, par définition, notamment dans le domaine de la médecine, surtout dans les domaines de spécialisation, j'allais dire, étaient naturellement proposées en anglais. Dans d'autres domaines, c'était moins évident. Alors, on y arrive progressivement parce qu'il y a la HCRS, c'est ça? Ce n'est pas facile à prononcer. Donc, c'est un organisme d'évaluation qui, quand même, j'allais dire, nous incite à aller vers ce genre d'offres de formation pour mieux ou plus internationaliser nos universités. Et puis, c'est aussi un principe de réalité que, il y a des organismes, d'autres organismes qui sont sur le marché de la formation, parce que peut-être qu'il faut parler de cela. Je ne sais pas si c'est un gros mot ou non, mais c'est une réalité. Et que si on ne veut pas perdre de pied, on a intérêt aussi à aller dans ce sens-là. Donc, Lyon propose des choses. Ce n'est pas encore systématique parce que, à un niveau infra, donc on va dire un bachelor, moi quand je parle par exemple de commencer à mettre des cours en anglais, c'est un peu plus compliqué. Et puis il y a des contraintes aussi légales, me semble-t-il, donc c'est pas si évident que cela quand même d'internationaliser. On a peut-être des marges de manœuvre, moi je suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression qu'on a aussi des marges de manœuvre qui sont moins importantes par rapport à des organismes qui sont moins conditionnés par les règles de droit public. Mais je sais pas ce que tu en penses, mais il me semble que c'est... Non, c'est pas si facile que ça parce que un diplôme français doit être soutenu en français, légalement. Voilà. Après, on s'arrange. Donc, à l'université de Poitiers, les licences se font en français. En revanche, les masters, on a maintenant 10 masters qui sont totalement en anglais. Oui, et qui sont du coup très ouverts à l'international. Donc, ce sont des masters qu'on appelle Erasmus Mundus qui se font avec beaucoup d'universités européennes. On a des masters qui se font on a 3 masters qui se font sur 7 universités européennes. C'est sur une alliance, ce qu'on appelle des alliances européennes. Donc, vous pouvez faire un semestre au Portugal, un semestre en Finlande, un semestre en Roumanie et un semestre en France pendant votre master. Donc, c'est assez incroyable comme expérience, vous imaginez. Vous faites 4 pays en 2 ans. Et le tout en anglais. Et puis, nous avons aussi des masters qui sont totalement en anglais parce que la science s'y prête, parce que les publications, les colloques, les recherches se font en anglais. Et donc, tous les enseignants parlent anglais. Alors, ils parlent anglais avec un accent français,
Voilà, mais on se comprend à peu près quand même. Donc, ce sont les masters de sciences, sciences physiques, géologie, sciences de la Terre, etc. En revanche, je crois qu'il y a certains masters qu'on ne pourra pas angliciser, comme des masters de droit français. Ça paraîtrait difficile, la traduction des termes ou de psychologie, par exemple. On ne peut pas tout avoir en anglais, pardon. Mais ça progresse. Très bien. Une question subsidiaire avant de passer à celle du public. Quoique je pense qu'on peut passer directement à la question du public. Ouais. Très bien. Alors, il y a ici un micro. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από το κοινό? Y a-t-il des questions? Le moment est venu pour notre public de poser ces questions, oui. Les écoles polytechniques en Grèce durent 5 ans et la 5e année, c'est l'équivalent du master. Est-ce que c'est la même chose pour la France? Table ronde à 14h sur les écoles d'ingénieurs. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre là-dessus? Les écoles d'ingénieurs en France durent, pour la plupart, ça dure aussi 5 ans. Et parce qu'on est aligné au niveau du master. Donc, vous pouvez faire une école d'ingénieur en 5 ans en France ou un master d'ingénierie en 5 ans en France. C'est pareil. Et ensuite, vous pouvez partir en doctorat, que vous ayez fait une école d'ingénieur ou que vous ayez fait un master d'ingénierie. Donc, c'est possible, oui. Et quand il y a une prépa, vous savez, on parle souvent des années préparatoires en France, c'est intégré, c'est compté dans ces 5 années. Sinon, on a des écoles d'ingénieurs qui sont en 3 ans, plus 2 ans de préparation avant. Bon, à la fin, c'est 5 ans. Le mieux, ce sera d'aller voir sur la chaîne YouTube de l'Institut français la table ronde qu'on a consacrée aux études d'ingénieurs il y a 2 heures. Donc, elle sera en ligne et l'ensemble des détails, puisqu'effectivement, certains des établissements représentés avaient des prépas intégrés, d'autres pas, et donc les modalités sont différentes. Μια ερώτηση νομίζω είχε εδώ πέρα. Κάποιος σήκωσε χέρι από εδώ. Combien de crédits sont nécessaires pour chaque master? Est-ce que ça varie? Est-ce que le nombre de crédits est fixe pour chaque master? Ok, bon, c'est bon. Donc, la question se pose sur le niveau d'entrée ou alors le niveau sortie. Le nombre de crédits, en tout cas pour entrer. Pour entrer, faire un master, combien de crédits il faut en avoir? C'est ça. Donc, si on exige un niveau Bac plus 4, donc c'est 240 ECTS, pour entrer en formation MSI 1 an. Ça répond à la question? Et pour nous, comme nous avons 2 années, c'est 180 crédits. J'ai une question. Lorsque l'on fait un master en France, donc j'ai compris qu'il y avait des masters plutôt orientés recherche. Est-ce que c'est facile de trouver un financement pour faire une thèse par la suite dans les masters que vous proposez, qui sont des masters plutôt orientés recherche? Alors, à l'Université de Poitiers, il y a une règle très claire. Si vous n'avez pas de financement, vous ne faites pas de thèse. Parce qu'il y a historiquement des étudiants qui se sont engagés sur des thèses sans financement, qui 10 ans plus tard galéraient toujours. Et on s'est dit que ça n'était pas acceptable. Donc, à l'Université de Poitiers, nous avons chaque année entre 800 et 1000 doctorants qui s'inscrivent. Ils ont tous un financement. Donc, ça peut être un financement du ministère de la Recherche français. Ça peut être un financement
ce qu'on appelle sur convention, ça veut dire que c'est un projet de recherche. Par exemple, on a répondu à un appel à projet de l'Union européenne sur un certain sujet et ce financement nous finance 5 thèses pour 3 ans. Et puis, il y a une troisième source de financement qui sont les entreprises qui financent une thèse sur un sujet qui les intéresse. Et le doctorant utilise les laboratoires, la recherche et la connaissance de l'université, mais il est considéré comme un salarié de l'entreprise. Ça lui permet souvent après d'être embauché par l'entreprise. Et un doctorant en France, il y a une grille de salaire. Donc, il y a un salaire minimum en France qui vient d'augmenter et qui est d'un peu plus de 1 800 € net par mois pendant 3 ans pour un doctorant. Donc, un doctorant s'engage à faire 3 ans, à soutenir une thèse, à être présent au laboratoire. Enfin, il n'est plus vraiment étudiant. Un doctorant en France, il est chercheur, il fait partie de l'équipe de recherche à part entière. On compte sur lui, il publie. Il va publier avec son directeur de thèse, il va faire des colloques avec son directeur de thèse. Et en aucun cas, son directeur de thèse ne lui volera son travail, son nom sera bien indiqué. C'est très important. Et nous avons toute une charte de déontologie, tous des contrats. Enfin, c'est très, très bordé depuis quelques années en France pour protéger le doctorant, pour protéger son travail, pour protéger le laboratoire. C'est très clair, très carré. Et voilà, le doctorant s'engage dans quelque chose de... Au moins, il sait ce à quoi il s'engage et c'est important. Sí, ναι. Όσον αφορά την ειδικότητα... Pour ce qui est d'une spécialisation en médecine en France, au-delà d'une évaluation internationale, est-ce qu'il y a un autre concours qui se fait en langue française ou au niveau de chaque université concernant les connaissances en médecine? Je crois. Oui, c'est pas... bonne question, comme on dit. Alors, je veux pas trop m'avancer là-dessus parce que c'est quand même assez compliqué les dispositifs d'équivalence. J'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir des commissions qui évaluaient ce qui était fait au niveau d'un autre État, mais souvent, il me semble aussi qu'on demande parfois de repasser soit la totalité, soit une partie du parcours parce qu'on estime que ce n'est pas équivalent. Et ça pose beaucoup de problèmes parce que ça veut dire que parfois des étudiants qui viennent de tel pays, eh bien, ils sont quasiment obligés de reprendre à zéro leurs études. C'est vraiment ça, ce sont des situations qui posent problème. En même temps, il y a des contradictions parce que des fois, on recrute dans les hôpitaux des étudiants qui ont été diplômés dans d'autres pays et sur lesquels on ferme plus ou moins les yeux parce qu'on a besoin de ces professionnels. Donc, je ne sais plus la personne qui m'a posé. Ouais. Et c'est très compliqué cette situation. En médecine, hein, je parle en médecine, c'est vraiment des situations très, très compliquées. Et j'ai même le sentiment que peut-être d'une université à l'autre, on n'a peut-être pas forcément la même interprétation de la loi et des obligations. Donc voilà, je ne sais pas si ça correspondait à une demande assez précise dans l'esprit de la personne qui a posé la question, mais voilà, il faut savoir que c'est une démarche assez lourde, à mon sens, et assez qui est aléatoire en ce qui concerne la reconnaissance des études. Ça se fait, mais voilà, je pense que c'est vraiment le cas par cas. Άλλη ερώτηση? Ναι. Bonjour, j'aimerais revenir sur la question de la thèse. Car dans les universités grecques, les choses sont différentes par rapport à la France, ce qui veut dire qu'un étudiant peut avoir effectué une thèse ou un début de thèse avant la fin de ses études
supérieur. Donc, si j'ai bien compris, pour pouvoir faire un doctorat, il doit pouvoir trouver les fonds. Vous avez également, est-ce que ceci est pris en compte dans ces études? Et par ailleurs, trouver des fonds, un financement, c'est une chose facile où on a l'aide et le soutien de l'université, ou ceci revient uniquement, exclusivement à l'étudiant, au candidat, au doctorant? De votre question, mais la première, je ne suis pas sûre. Il faudra peut-être la reposer. En ce qui concerne le financement, ce n'est pas au doctorant de le trouver. Attention, vous ne dites pas « je veux faire une thèse sur tel sujet ». Pas du tout, enfin plus maintenant. On publie, les laboratoires de recherche publient des sujets de thèse. Nous avons un financement pour tel sujet de thèse. Nous recrutons quelqu'un qui a le master sur tel sujet de thèse. Les candidats se présentent, on auditionne les candidats et on en retient un qui aura le sujet de thèse et le financement. Ça, c'est pour les sciences dures, je déteste ce mot, mais les sciences exactes, on va dire. Là, c'est vraiment clair et net. À l'Université de Poitiers, on a des sujets de thèse qui sont financés, des candidats qui candidatent à ce sujet, et le candidat n'a pas la possibilité de changer le sujet. Son directeur de thèse peut éventuellement donner une orientation au cours de la thèse, mais le candidat, il candidate bien pour un sujet dans une équipe avec un projet. Et il a le financement. Après, ça peut être injuste parce que donc vous allez être sur la paillasse avec 5 doctorants. Et il y a un doctorant qui sera payé par le ministère et qui aura tel salaire, un doctorant qui sera payé par Safran, qui est une grande entreprise, qui aura un salaire supérieur, et le doctorant qui sera sur un fonds de l'Union européenne, qui aura un 3e salaire. Bon, c'est comme ça. Mais à la fin, vous avez tous un salaire. C'est l'essentiel. Mais non, ce n'est pas du tout le doctorant qui cherche son salaire. Voilà. Et donc, le début de votre question... Oui, pardon. Μπορείτε να επαναλάβετε την πρώτη, της ερώτησης. Το πρώτο σκέλος είναι ότι... En Grèce, achever les études master nécessite de faire une dissertation ou de préparer une sorte de projet pour pouvoir achever. Donc, j'avais du mal à comprendre si au niveau master et ensuite au niveau doctorat, un tel début de thèse est pris en compte dans les études ou pas? C'est le master et ça peut s'arrêter là. Donc, vous n'anticipez pas une recherche de thèse en master. En revanche, ça dépendra plutôt de la filière de master que vous avez choisie. Un master très professionnalisant, ce sera plus difficile après de postuler pour une thèse. C'est plutôt comme ça que ça se joue. Donc, on va regarder dans votre master si vous avez eu beaucoup de laboratoires ou bien au contraire si c'était des écrits. Voilà, ça va plutôt dépendre de votre master s'il est orienté recherche ou pas. Et je voulais juste dire, ce que j'ai dit sur les thèses et les sujets de thèse, c'est pour les sciences dures. Pour les sciences sociales, les sciences humaines, ça peut être différent. Ça peut être votre responsable de master qui vous propose en accord avec vous un sujet de thèse. Et alors là, il faut aller chercher un financement ensemble. Et on a par exemple, nous, beaucoup de financement de la région. La région finance énormément de doctorats qui seront moins recherche et qui seront plus dédiés au tissu économique de la région, quelque chose qui intéresse la région. Par exemple, chez nous, beaucoup sur le littoral ou beaucoup sur les transports. Voilà. Donc, je pense que ça dépend de chaque université. Νομίζω ότι έχουμε ακόμη χρόνο για μία ερώτηση. Ναι. Nous pouvons prendre une question. En Grèce, en ce qui concerne le droit, après nos études
il faut passer des examens au barreau pour pouvoir être des professionnels. Comment cela passe en France? Est-ce qu'on peut, avec le master, exercer le travail ou il faut passer des examens également? Merci. Alors, en droit, il y a aussi des examens pour accéder au barreau. On ne devient pas avocat simplement en ayant validé un master. Il y a une épreuve professionnelle, et donc une école de préparation, une période de préparation pour devenir avocat. Je pense donc que c'est à peu près le même dispositif qui existe en France. Et pour compléter, vous pouvez être juriste d'entreprise. Vous pouvez être recruté comme juriste sans examen, en revanche. Avec votre master, oui, sans être avocat, vous pouvez travailler. Même dans une université, on a un juriste. Vincent, μου επιτρέπεις, πρέπει να υπενθυμίσουμε επίσης τους φοιτητές και τους φοιτητές. Il faut rappeler ici aux étudiants qui sont présents ici qu'il y a des bourses pour Master 2 qu'on va annoncer dans quelques semaines. Ici, il faut vous rappeler, si vous ne le connaissez pas ou si vous êtes juste arrivé, comme l'année dernière, on va annoncer de nouveau les bourses sur le Master 2 pour la France. Il y aura cette bourse au mois de mai. Cela va être ouverte jusqu'au mois de mai concernant des bourses qui sont données par l'IFG et la Fondation hellénique IKI. Il s'agit de 36 bourses. Donc, c'est un nombre bien important qui peut donner accès à plusieurs étudiants à avoir une bourse. Merci. Χρόνο. On peut considérer qu'on a 5 Μια minutes. ερώτηση εκεί. Νομίζω είναι η τελευταία ερώτηση που... On peut prendre une dernière question, vraiment une dernière question. Merci. S'il y a une corrélation entre les prérequis pour être membre d'un master avec le cursus des études au niveau licence. Ouais. La réponse est oui et non. Oui, dans le sens où si vous avez fait une licence de littérature anglaise, vous ne serez jamais pris dans un master de physique. Mais non, dans le sens où on apprécie l'interdisciplinarité et un étudiant qui fait un pas de côté, qui a du sens, qui est motivé, alors c'est possible. Il faut vraiment expliquer. C'est ce que... c'était pareil pour l'école de commerce et pour l'université. Tout ce que vous pouvez expliquer, argumenter est tout à fait audible et on apprécie ces parcours un peu différents qui viennent dynamiser une promotion d'étudiants. Sur la bourse que vous venez d'annoncer, et il y a la bourse on va dire, d'institut ou de l'État, et aussi au sein de Neoma, nous, on a une bourse vraiment basée sur l'excellence de l'étudiant. Donc, si quelqu'un a été lauréat de bourse de la Campus France ou de l'ambassade ou du gouvernement, ça peut être venir en compléter, en fait, aussi avoir une autre bourse. Donc, les deux, vous pouvez l'avoir, il n'y a aucun souci. Même si vous n'avez pas l'autre bourse ailleurs, si vous correspondez aux critères de bourse sélectionnés par Neoma, on peut proposer une bourse aussi à déduire sur les frais de scolarité. Merci beaucoup. Écoutez, nous allons devoir clore. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout cette table ronde. Il vous reste 1 heure pour aller rendre visite aux établissements sur leur stand. Merci à vous et très bonne soirée.